Les Français n'aiment que le thriller, que le polar. Moi, je leur parle de livres magnifiques et ils n'achètent que des thrillers. Qu'est-ce que vous voulez donc? C'est tant pis pour vous, mais c'est comme ça. Je suis le sauveteur de touristes. C'est mon métier, une sorte de détective privé ne travaillant que sur des affaires de touristes en perdition. Les cas les plus courants sont les emprisonnements pour trafic et consommation de drogues illégales. Mais les plus intéressants sont les disparitions, volontaires ou non. Cette histoire est celle de la première enquête de Tom Harlem qui va l'entraîner à New York, Bangkok, Goa, Tanger et Alice Springs à la recherche d'Émilie Laferrière, nièce d'une riche avocate disparue en Asie. Et vous écoutez bien l'émission Polar, toujours accompagnée de William Boulet dans cette émission. Bonjour William. Bonjour Cécile. Aujourd'hui, le 3e micro est allumé. On reçoit l'auteur du thriller dont j'ai fait l'intro, Eric Lange. Bonjour Eric. Bonjour. Alors, j'ai eu le plaisir de vous recevoir dans le cadre de l'émission La mécanique des ondes pour parler de votre parcours en radio, puisqu'on va en reparler. Vous êtes animateur radio, passé par des radios publiques et privées. 2 émissions en ce mois de mai sur Fréquence Protestante pour parler de votre premier livre, de votre passage du micro aujourd'hui, et la prochaine émission sera le vendredi 29 mai à 13h. Avant de vous donner la parole, j'aimerais savoir ce qu'on a pensé, William, de ce sauveteur de touristes. Donc c'est à moi de me lancer en premier. Donc je dois être honnête, c'est vrai qu'en commençant la lecture, j'avais un petit a priori. D'un, parce que des premiers romans, on en a lu, ça passe ou ça casse, et de deux, parce que l'auteur, pour la première fois sans doute, on le connaît et plus particulièrement, on l'apprécie. Donc, et comme il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, je dois revoir mon jugement. Eric Lange nous livre là un très bon polar ou un thriller, c'est vrai que ça navigue un petit peu entre les deux univers, pas très éloigné d'un Crichton ou d'un Tilliez, le côté un petit peu noir et malsain en moins. Les expériences de voyage du monde qu'Eric Lange a pu écouter et partager dans son émission Allô la planète ont sans doute grandement servi à planter des décors crédibles, vivants, transportant immédiatement le lecteur aux 4 coins de la planète, puisqu'on passe de Goa à Bangkok en finissant en Australie. Tom Harlem, son héros au nom caricatural qui lui ne l'est pas, se retrouve être un ancien journaliste qui a bossé par la vie, qui a bossé par son métier, qui avance la tête froide, déterminé, combatif pour mener à bien sa mission. Il lâche jamais sa proie. Enfin, il y a une espèce de niaque qui ressort de ce personnage qui est assez marqué. Il y a aussi un côté second degré en lui, une certaine bonhomie mélangée à de la résignation sur le monde, sur sa vision du monde, tout teinté d'une certaine nonchalance. L'intrigue, on ne peut le nier, nous prend, nous happe, on veut à tout prix savoir, on se fait vraiment bouffer par le bouquin, on tourne les pages encore et encore sans se rendre compte qu'on arrive cruellement vers la fin. Je parlais de Crichton au début parce qu'on retrouve chez Lange un soupçon de science-fiction, un espèce de petit futur proche inexistant, mais tellement gros et bien expliqué qu'il en devient crédible. Bref, vous l'aurez compris, je suis devenu un petit peu accro à Tom Harlem et à ses aventures, je suis conquis, en espérant toutefois que les histoires de Tom Harlem ne s'arrêtent pas là. J'espère aussi. C'est là que je dois réagir. Non, c'était bien. Ou pas. Non, c'était parfait, c'est bien. Alors justement, Eric Lange, ouais. Lorsque vous écriviez ce livre, vous étiez encore à l'antenne, William a parlé de votre émission Allô la planète. Alors j'aimerais savoir comment ça se passe, l'écriture d'un livre, en même temps d'être au micro. Ça se passe que c'est une fois que j'ai fini les émissions, je rentrais chez moi, je menais ma vie normale, et puis quand j'avais terminé ma journée, c'est là que c'était le plus dur. C'est de recommencer, tu sais, les enfants sont couchés, la maison, le boulot est fini, tout est terminé, il est 10h du soir, tu te mets très bien dans ton canapé pour regarder un film ou pour lire. Et ben non. Tu bois du café et tu recommences. Voilà. Donc vous êtes dans le cliché de l'écrivain qui écrit en fait, j'ai découvert quelque chose. Enfin, j'ai pas découvert. Tu sais, on dit souvent un livre ou une œuvre quelle qu'elle soit, une œuvre. Oulala, tout à coup. Enfin bon, une démarche artistique quelle qu'elle soit, c'est 2% de talent et 98% de travail. On dit toujours ça, mais je savais pas à quel point c'était vrai. Voilà. Donc il y a un moment, c'est un boulot de tâcheron d'écrire. J'imagine pareil quand on fait de la peinture ou de la photo ou quoi que ce soit. Et à un moment, il faut s'y mettre et il faut se donner, enfin moi en tout cas, une espèce de discipline en disant je bosse 2 heures, voilà, je m'y mets et je travaille, parce qu'une fois qu'on a lâché le talent, après c'est du réglage. Enfin c'est du travail quoi, vraiment. Est-ce que vous aviez des auteurs de polar préférés? Est-ce que vous en avez beaucoup lu? Oui, je suis fan de James Ellroy. Je sais jamais comment on le prononce d'ailleurs. Ellroy. Lui, je suis complètement fan. James Lee Burke.
Crichton, j'aime bien la référence à Crichton parce que c'est un auteur populaire, dit populaire, roman de gare, etc. Mais moi j'ai toujours eu beaucoup de respect pour les romans de gare. Je trouve ça en fait c'était un peu le but du jeu. C'est pour ça que je suis content de la critique, parce que je veux faire des livres, parce que j'ai pas envie d'arrêter. Je veux faire des livres que les gens lisent par plaisir. Voilà, je sais que je serai pas dans la Pléiade. Voilà, j'ai compris, ça, il y a un truc qui est sûr. En revanche, si je peux prendre les gens par la main pendant 2-3 heures, un peu plus, et les emmener ailleurs, comme font des gens comme Crichton ou Stephen King ou des gens comme ça, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Et j'aimerais bien arriver à ça, tout en mettant une pointe dedans mais ils le font aussi d'ailleurs, pas d'intellect, on va pas exagérer, mais de réflexion. Voilà. Je dis toujours, quand Stephen King écrit un livre d'horreur, souvent derrière il raconte l'Amérique, finalement il raconte une Amérique précise. Et il y a beaucoup de critiques sociales souvent dans ces livres-là. Donc j'aime bien aussi essayer de mettre ça. Voilà. C'est vrai qu'on retrouve dans Crichton aussi parfois une critique je pense au Passager du temps qui parlait de construire une machine pour remonter dans le temps. Il y avait cette critique aussi de l'avancée technologique et scientifique qui peut parfois mener à des excès qui sont pas forcément très très bons. Donc c'est vrai qu'il y a toujours une deuxième lecture avec une réflexion un peu différente de l'histoire principale. Alors, vous étiez animateur d'Allô à la planète, évidemment en parallèle, on l'a dit. On le voit dans le livre, en particulier quand il arrive à Goa, vous réexpliquez toute l'histoire des hippies qui se sont installés à Goa. Moi, j'ai tout appris. Vous n'avez pas été tenté d'en mettre un peu trop de ces voyages dans le livre ? Je sais pas, au départ, parce qu'il y a Allô la planète, mais il y a eu avant toute une période de ma vie où j'ai passé mon temps à me balader dans le monde ça a duré 4-5 ans, où je tournais autour du monde comme un satellite, comme ça. Je me suis beaucoup baladé, je racontais des histoires pour la radio, donc j'ai dans un tiroir des carnets de notes dans tous les sens, parce que quand je voyageais à ce moment-là, il fallait raconter 2 histoires tous les jours. Donc quand tu dois raconter 2 histoires tous les jours, j'avais pris un réflexe, j'avais un petit carnet, et je notais tout ce que je voyais, tout, et à la fin je trouvais un thème, et hop, j'écrivais les histoires. Et donc j'ai une pléthore de notes, beaucoup d'histoires qui sont dans ce livre, de décors en tout cas, viennent de ces carnets. Après Allô la planète, ça m'a gardé dans l'ambiance. Voilà, c'est un jus dans lequel j'ai baigné qui m'a permis de le faire. Mais finalement, les décors, et l'histoire des hippies, l'histoire de la rue de Patpong par exemple, l'histoire de New York, comment New York est devenue une ville hygiénique après avoir été une ville de junkies. Toutes ces histoires-là viennent de mes expériences à moi, de ce que j'ai vu, de ce qu'on m'a raconté. Alors je sais pas si elles sont vraies toujours, mais comme disait l'autre, une histoire est vraie le temps qu'on la raconte après. Est-ce que vous avez des réactions de lecteurs, justement, parce que maintenant vous êtes confronté à ce public ? Que du bien. J'attends avec impatience la personne qui va me le jeter en me disant c'est nul. Mais pour l'instant, je suis ravi. Tout le monde... les gens aiment bien, voilà, donc je suis content, c'est chouette de dire, c'est extraordinaire, c'est le bon premier livre, et je trouve ça magnifique quand quelqu'un m'appelle et me dit mais j'ai passé 2 jours à lire ton livre, c'est super, j'ai passé un bon moment, moi je suis ravi. Alors là, c'était le but du jeu. Voilà, c'est ça. Alors au-delà des voyages, dans ce livre est évoqué le nom d'une société qui va arriver à un moment dans le livre, qui est Open Life. Ouais. Et au-delà de ça, il y a toute une critique sur le monde virtuel et même sur le monde du journalisme. Finalement, le début du livre est assez acide sur le monde du journalisme. Et des grandes chaînes d'infos en continu. Oui, parce que c'est quelque chose... Alors, je pensais pas le mettre au début, et puis il a fallu créer le personnage, et j'ai cherché... Bon, on cherche toujours autour de soi, on va pas loin quand on fait des choses comme ça. Enfin, on écrit sur ce qu'on connaît. Et donc je cherchais, je me disais, mais ce personnage qui devient donc un détective privé, qui va se spécialiser dans le sauvetage de touristes en perdition, ce qui est d'ailleurs, entre guillemets, un métier à faire, qui n'existe pas, il faudrait le faire. Je me suis dit d'où il pourrait venir. Alors il aurait pu être flic avant, il aurait pu être lui-même voyageur, et puis c'est arrivé tout seul, en fait c'est un grand reporter, c'est quelqu'un, le grand reporter c'est bien un type qui était grand reporter pendant 15 ans, 20 ans, il connaît tout, il connaît tout. Il sait comment on voyage, il connaît les pays, il sait comment ça marche, etc. Donc c'est le prototype parfait pour devenir détective privé dans le monde. Et après je me suis dit bon, il faut qu'il y ait une histoire, il faut qu'il se passe quelque chose pour qu'il devienne ça, sauveteur de touristes. Et du coup j'ai inventé tout ce drame qui lui arrive, qui explique l'histoire. Et oui, j'ai mis la critique des médias aujourd'hui parce que je vais pas vous faire un scoop, c'est aujourd'hui les médias, les chaînes de télé d'infos, les radios d'infos, etc. ont une multitude de problèmes qu'ils connaissent, qui sont ils doivent rendre des comptes à des investisseurs, donc qui forcément vont aiguiller l'info d'une manière ou d'une autre. C'est un secret pour personne. Ils sont soumis à l'audience, donc ils vont aussi aiguiller l'info en fonction de l'audience. Ils sont soumis à un tas de critères comme ça qui sont très loin du fantasme du journalisme à la Albert Londres ou à la Joseph Kessel.
où tout à coup, l'info qu'on reçoit, et souvent ces groupes, aujourd'hui les chaînes de télé appartiennent à des groupes qui sont des groupes industriels et financiers. C'est ça ma critique, et je pense que à un moment dans le livre je dis que c'est une plaie de l'époque, et c'est pour moi une plaie de l'époque, c'est-à-dire que ces groupes industriels énormes font de l'info non pas pour faire de l'info, mais pour servir des intérêts. Ces intérêts sont pas financiers parce que ces chaînes coûtent de l'argent et n'en rapportent finalement assez peu. Donc c'est pas l'argent qui les attire. Donc si c'est pas l'argent, c'est quoi? C'est un outil d'influence. Et c'est pas une influence politique, c'est une influence pour que le groupe aille bien. Et c'est là où tout est, voilà, c'est là où la critique. Et alors quant au numérique, j'ai une petite dent personnelle contre Steve Jobs. Ce qui m'a énervé quand ce monsieur est mort. Bon, il est mort, je vais pas non plus lui taper dessus, mais ce qui m'a énervé, c'est qu'on en a fait une espèce de saint comme ça, alors que à chaque fois je disais aux gens, mais c'est juste un businessman malin qui vous vend des ficelles, des câbles d'alimentation 10 fois plus chers qu'un câble normal, juste parce qu'il est blanc, quoi. Vous êtes enfumé, et en plus les câbles sont fabriqués par des gosses en Chine, donc arrêtez de dire que c'est un saint. C'est un businessman pur jeu, et ça m'énerve le côté un peu voilà, le monde de l'informatique, quand même, il y a une arnaque derrière tout ça. C'est, on te vend du rêve, on te dit tu vas devenir plus intelligent, plus beau, plus fort, le monde va aller mieux si tu achètes un ordinateur ou un téléphone. Finalement, tu achètes un ordinateur qui fait de la musique, quoi, des photos. C'est pas non plus voilà, c'est pas un monde c'est pas une révolution. Internet est une révolution, bien sûr, mais l'outil, je trouve qu'ils se prennent un peu la tête. Donc je voulais un peu les... Parce que c'est vrai qu'on part un peu dans la science-fiction finalement de ce côté numérique. Il y a un côté science-fiction là-dedans, oui, bien sûr. Alors je sais pas, il faut pas dévoiler l'intrigue, mais effectivement il y a une. Mais est-ce qu'on est si loin que ça? Moi, je pense qu'on n'est pas très loin de ça. C'est ce que je disais dans la critique, c'est un futur proche, quoi. Je pense qu'il y a des personnes aujourd'hui qui travaillent sur un des thèmes du livre qui est. Non, on va pas le dire, mais je pense qu'il y a des gens qui travaillent sur le mélange biologie et numérique, quoi, quelque chose. Il y a sûrement des gens qui bossent aujourd'hui. Ah, mais il y en a, voilà. J'ai oublié son nom, mais il y a une femme aux États-Unis qui a environ une vingtaine d'années qui est à fond là-dedans, quoi. Ce qu'on appelle la réalité augmentée, les transhumains. Une fois, j'avais fait une émission sur France Inter où je parlais du dopage, et j'étais avec un prof qui me disait, mais le dopage, c'est déjà un être humain amélioré. On est déjà dedans quand on travaille sur les molécules. On est déjà dans la science-fiction. On s'en rend pas compte, mais on est déjà très loin. Je sais pas si ce sera nos enfants ou les petits enfants, mais je pense qu'on leur mettra des puces dans la tête où ils auront des mémoires. Non, mais déjà, t'as un téléphone normal, t'as Google, t'as la science universelle dans ta main. Donc finalement, on n'a plus besoin d'apprendre. Enfin, c'est fou. Quand on rentre là-dedans, ça devient et c'est vachement intéressant. Hein, je suis ni pour ni contre, mais je trouve que le sujet en lui-même est fascinant. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va gérer tout ça? Bon, la première émission est déjà terminée. Mais oui, déjà, Éric Lange. Je vais rappeler votre ouvrage, donc le sauveteur de touristes paru chez Tornada, qui est disponible donc sur le site internet de l'édition tornada.fr, TAURNADA, et puis dans tous les bons libraires. Vous pouvez aller chez vos libraires. Il est référencé dans toutes les librairies. Vous pouvez aller à la librairie en bas de chez vous le commander, et puis Fnac, Amazon, tout ça, enfin tous les trucs habituels. Et il coûte 9,99 €. C'était voulu qu'il ne soit pas cher. C'est un livre populaire qu'on peut lire dans le TGV. C'était la première partie d'une série de 2, puisqu'on va se retrouver le vendredi 29 mai à 13h pour la deuxième partie de cette émission. Mais écoutez, à bientôt. Au revoir. Au revoir.